Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Je vous propose de décrypter les faits marquants de l'actualité de cette semaine par le prisme de nos émotions et de prendre de la distance face au flux incessant de l'information. Et pour nous aider avec nous, Johanna Rosenblum, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en victimologie et vous publiez 2 ouvrages, Hypersensibilité et l'emprise psychologique, aux éditions Alpen. Également avec nous, Stéphane Amar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, auteur de l'accompagnement en soins palliatifs, approche psychanalytique aux éditions Duno. Et tous les deux, vous avez accepté de nous aider à observer l'actualité de la semaine par le prisme des émotions. Sud Radio, la roue des émotions. Un ancien président devant un tribunal, une première aux États-Unis. C'est une insulte à notre pays, a réagi Donald Trump. De retour en Floride après son inculpation devant un tribunal de New York, il s'est défendu de toute culpabilité. Accusé d'avoir orchestré des paiements pour étouffer 3 affaires embarrassantes, il dénonce une manœuvre des démocrates pour l'empêcher de participer aux élections de 2024. Est-ce que plutôt que de l'affaiblir, ce procès pourrait peut-être au contraire renforcer l'éligibilité de Donald Trump? Johanna Rosenblum, comment est-ce que vous réagissez? Quelle vous semble être l'émotion collective la plus légitime? J'allais dire au premier abord la surprise, et en réalité, je pense pas tant que ça. Certainement que dans ses réactions théâtrales, il cherche à attirer l'attention, attirer la lumière. En vérité, vu le personnage, vu la personnalité, je pense que tout ça est très mise en scène, et tout ce qui le mettra en lumière n'a rien d'un bad buzz. C'est un buzz, et c'est ce qui lui permet de se renarcissiser et redevenir toujours cet homme puissant qu'il croit être, qu'il aimerait être. Stéphane Amar? Oui, je suis assez d'accord sur cette idée. Bon, je ne veux pas anticiper sur la roue qui va tourner, mais en ce qui me concerne, je pourrais presque tirer du côté de la joie au sens du rire. Enfin, voilà. Ça vous fait rire, ça vous amuse? Oui. Est-ce que vous qui êtes spécialisé en victimologie, il n'y a pas là, Johanna Rosenblum, le fait de se positionner en victime pour être finalement plus porté au nu et donc attirer l'attention, l'adhésion de certains concitoyens américains? Complètement, mais c'est qu'une posture sociale. Quand il faut être une victime, il jouera la victime. Quand il faut être le roi, il jouera le roi. Tout ce qui attirera la lumière sur sa personnalité narcissique, il n'y a même pas besoin d'être psy, je pense, pour s'accorder là-dessus, sera une bonne stratégie pour lui. Ça lui permet d'utiliser l'autre, d'utiliser l'actualité comme un marchepied et de garder la tête haute, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on peut penser quand on est psy d'un président de la République, d'une puissance comme les États-Unis, qui se retrouve devant les juges? À qui les Américains, et peut-être d'ailleurs dans d'autres pays, il faudrait qu'on regarde devant notre porte, je ne sais pas, à qui les Américains ont-ils confié leur démocratie? Quid de la confiance, Stéphane Amar? La confiance, c'est bien le problème aujourd'hui dans nos démocraties, comme vous dites, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de représentativité, ou en tout cas qu'il y a une perte de crédit de nos représentants parentaux symboliques, si on peut dire. Vous dites que nos élus, nos présidents de la République sont des parentaux symboliques? Oui, d'une certaine manière, ils représentent comme ça des figures parentales, mais non crédibles. Alors on se retrouve peut-être comme des adolescents, finalement, dans la désillusion de nos parents. Voilà, la désillusion de nos parents, de nos présidents. Est-ce que vous voulez bien, Stéphane Amar, aller au fil de nos vies, de notre registre émotionnel, peut-être pour nous aider à gagner en flexibilité mentale en tournant la roue des émotions? Au fil de nos vies, les émotions nous traversent et nous tombons sur la surprise. Alors on change rien, parce que Stéphane Amar, qu'est-ce qui vous surprend dans cette actualité-là? Vous disiez tout à l'heure que ça pouvait vous faire rire, mais est-ce qu'il y a encore de la surprise à ce qu'un président de la République soit devant des juges ou un bracelet électronique et que
on le suspecte de malversation. Ça interroge la malhonnêteté à ce niveau, ou est-ce que c'est du fantasme? Non, je crois qu'en effet, on reste surpris parce que je parlais de désillusion. En réalité, il s'agit peut-être de désidéalisation, mais on a besoin d'idéaliser finalement ces figures, ces grandes figures là. Et il se trouve que là, c'est Trump, mais on a eu dans l'actualité récente des figures comme ça en France qui passent devant les tribunaux, etc. Et c'est vrai qu'on est surpris à chaque fois, finalement, parce qu'on a beau le savoir maintenant, on ne s'attend jamais. Comme si n'apprenait rien des malversations financières qui débouchent à des condamnations ou des bracelets électroniques, et ça se reproduit. Oui, ça me rappelle un petit peu ce que disait d'une autre manière, mais François Hollande, le président normal. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit finalement que ces figures-là, qui nous apparaissent très lointaines, sont très proches finalement de n'importe qui. Ouais, je suis assez d'accord avec Stéphane. Finalement, moi, c'est pas la surprise qui me vient, mais c'est plutôt la déception, parce qu'on attend de ces hommes d'État une posture loyale. Voilà, une posture exemplaire, parentale, si on veut. Et puis là, on n'est pas surpris. Ils sont comme tout le monde et parfois plus bas que d'autres. Le président de la République française, Emmanuel Macron, en Chine, a défendu un dialogue indispensable avec Pékin 4 ans après sa dernière visite. Le président français, accompagné de la présidente de la Commission européenne et d'une cinquantaine de dirigeants d'entreprises, parmi lesquels Airbus, EDF, des enjeux économiques et commerciaux, mais aussi des discussions avec la Chine autour de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a ainsi déclaré que l'intérêt de la Chine n'est pas d'avoir une guerre qui dure. Stéphane Amar, comment vous réagissez? Quelle émotion collective vous semble la plus légitime? Difficile en termes d'émotion. Oui, tout à fait, parce que je dirais presque que c'est un ensemble de toutes ces émotions, au sens où on a l'impression évidemment que là, Emmanuel Macron cherche un allié qui lui-même est un allié de la Russie, et qu'il faudrait comme ça trouver le moyen d'atteindre la Russie par la Chine. Et puis comme si l'alliance, ça vous parle? Oui, bien entendu, de différentes manières. J'avoue là que je cale un peu, mais ça va venir. C'est difficile comme sujet. Alors je viens en renfort. Moi, je dirais le dégoût, parce que voilà, on a un voyage, on va parler d'Airbus, on va parler d'EDF, et en fait, on a une rencontre qui est basée sur la volonté de renforcer le lien entre la France et la Chine, parce que on s'allie face à un ennemi commun. En fait, Pékin n'a pas vraiment condamné l'invasion de la Russie en Ukraine, et je pense qu'en allant discuter avec la Chine, sous couvert d'Airbus, d'EDF, de tout ce que vous voulez, en fait, on va essayer de créer un lien face à un ennemi. Il y a quelque chose de très stratégique en fait derrière tout ça. Est-ce que comme psychologue, vous pourriez observer la fragilité du métier de président de la République, si je puis dire? Quel paradoxe, être à la fois contesté en interne avec une réforme des retraites où certains sont vent debout, et puis d'autres qui ne disent mot et qui consentent, et apparemment en masse, parce que on en parlera tout à l'heure, la mobilisation régresse, bien que les manifestants sont encore très motivés. Et puis ce président de la République, en même temps faiseur de paix, VRP, on a envie de dire, mais quel travail difficile quand même, Stéphane Amar. Est-ce que vous sentez ce paradoxe-là, en même temps VRP, vendeur d'avions, négociateur avec les syndicats et qui leur ont les négociations, et en même temps faiseur de paix au niveau international, à chercher des alliances parfois aléatoires ou précaires, mais en tout cas à les chercher? On observe une colère très très forte en ce moment, et on peut la comprendre, parce qu'on a l'impression, à travers le discours d'Emmanuel Macron ces temps-ci, qu'il a d'autres choses à faire que d'écouter les Français, là, et qu'il faut quand même passer aux choses sérieuses. Alors c'est sûr qu'aller voir le chef d'État chinois, c'est autre chose que de recevoir la revendication en France. Il y a une forme de boutade dans votre observation. Oui, un petit peu. Mais en même temps, vendre des Airbus, vendre du Dior, vendre de l'électricité, c'est assurer nos emplois sur nos territoires. Oui. C'est aussi important dans ce métier-là du président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez, Johanna Rosenblum? Je suis d'accord avec ce que vous dites tous les deux. J'avoue que
Je sais pas comment on porte tous ces masques, je sais pas comment on arrive un jour à parler de Dior et le lendemain avoir un avis sur la guerre. J'avoue que c'est... Il faut être président de la République. C'est ça, c'est-à-dire que moi je parlais en effet du vécu qu'on a, mais ça fait partie de tous les rôles du président. Et si on changeait de prisme émotionnel, vous avez le bras long, Johanna? Oui. Allez, exercice physique pour gagner en flexibilité mentale et vous tombez sur la colère. Alors, Johanna, qu'est-ce qui vous met en colère lorsque l'on observe la visite d'Emmanuel Macron en Chine dans ce contexte aussi en France très difficile et tous ces paradoxes qu'on vient d'évoquer? Ce qui me met en colère, c'est quand je vois qu'il n'y a pas de dialogue possible entre les Français et le président, quand je vois que la langue qui est parlée n'est plus la même, quand je vois qu'il y a du désarroi d'un côté et puis une inflexibilité parfois de l'autre, que je peux comprendre, mais c'est vrai que ça me rend triste en fait, plus qu'en colère, en vérité. Alors je vous propose de marquer une pause. Nous nous retrouvons tout de suite après pour faire tourner la roue des émotions sur l'actualité de cette semaine. Il sera question de la réforme des retraites. Est-ce une impasse? Et de la santé mentale des Français. Tiens, le tabou persiste. À tout de suite. Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Et comme chaque week-end, nous observons l'actualité de la semaine par le prisme des émotions. Et pour nous aider à gagner en flexibilité mentale, avec nous Johanna Rosenblum qui est psychologue et Stéphane Amar qui est également psychologue. Et nous en venons à un sujet qui nous préoccupe et nous occupe tous depuis plusieurs semaines, la réforme des retraites. L'impasse. J'appelle le président de la République à ne pas balancer des petites phrases, à déclarer excéder le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Après l'échec de la réunion à l'Élysée, les syndicats qui n'ont pas obtenu gain de cause ont dénoncé une crise démocratique. Le gouvernement est donc toujours déterminé à ne pas reculer et le dialogue semble plus que jamais rompu avec l'intersyndicale. Johanna Rosenblum, avec quelle émotion pouvons-nous entendre de façon collective les réactions qui nous animent tous et que nous entendons dans nos entourages? Est-ce que vous m'accordez la frustration? Elle n'est pas sur la roue, mais moi c'est sur la roue des émotions. Et moi c'est ce que je ressens et je vous explique pourquoi. Parce que pour moi il y a des personnes qui se parlent mais qui ne se parlent pas avec le même langage et qui ne parlent pas la même langue en fait. Il y a un discours politique rationnel quelque part qu'on peut entendre, qu'on peut comprendre de la part du président. Et puis de l'autre côté on a des témoignages. On a le père d'un député RN. Qui est couvreur et qui en souffre. On a la mère de Gérald Darmanin qui fait des ménages. On a le frère d'un député LR qui est boulanger. On apprend que toutes ces personnes sont fatiguées, que les corps souffrent. Donc on a un discours humaniste qui nous touche profondément. Et de l'autre côté, on a un discours rationnel, froid, chiffré pour expliquer ces nouvelles réformes des retraites. Et donc il y a une incompréhension. Chez moi, ça crée de la frustration. Ou de la tristesse, peut-être. Ouais. Stéphane Amar. Oui, ça peut créer de la tristesse, de la frustration et de la colère, et c'est le cas en ce moment, en effet, puisque on ne comprend pas. Il y a un décalage entre ces deux extrêmes dont parle Johanna, et dans cet écart, il y a quelque chose qui est insupportable. C'est quoi ? Eh bien justement l'incompréhension, c'est-à-dire que à la fois il y a cet écart, et puis à la fois on entend ça et là qu'il y aurait des solutions différentes que le gouvernement ne semble jamais évoquer. Et qui ne sont pas peut-être suffisamment portées au grand public, on n'en sait rien. Et pourtant, quand on observe ce qui est fait dans d'autres pays, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de solution magique et que finalement, ce qu'on est en train de préparer, c'est de se caler un peu sur ce qui est fait ailleurs, bon an, mal an. Je reviens sur la participation la mobilisation de cette semaine où la participation est en baisse, mais les manifestants semblent toujours déterminés. La rupture entre les partenaires sociaux et le gouvernement, le président de la République, semble consommée. La rupture, pour une psychologue, c'est un élément de travail, j'imagine, très intéressant. Comment vous nous aidez à le comprendre ? Le risque de la rupture, c'est d'être arrivé à un point de non-retour, où le discours de l'autre n'est plus acceptable, dans le sens n'est plus audible. Et on finit par susciter ce qu'on appelle des réactions de réactance. C'est-à-dire que
quel que soit le discours, quel que soit l'échange initié, on arrive à un point de non-retour, on ne peut plus. Et alors, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui disent « Oui, mais les images qu'on voit à la télévision, toujours sur les mêmes chaînes, en fait, ça représente quoi? 1 million, 2 millions de personnes, mais il y a toute la population qui dit rien, et puis il y a ceux qui disent « Mais alors, qui ne dit mot consent? Puisqu'en fait, ils sont pas tous dans la rue. » Et quand on prend des Uber, des taxis, l'autobus, et moi je le fais comme journaliste, je discute avec les gens, en fait, dans les autobus, dans les Uber, dans le métro, les gens, ils sont pas tous pro-manifestation. Il y en a qui disent attendez, nous on en a marre, on continue à bosser, on est gêné avec les manifs, ou alors oh, c'est toujours les mêmes qui gueulent. Enfin, vous voyez, il y a aussi tout ce discours, Stéphane Amar. Peut-être qu'on montre toujours les mêmes images et qu'en fait, c'est pas non plus complètement représentatif. Est-ce que les partenaires sociaux sont pleinement représentatifs en France ? On s'interroge. Ça rejoint la question de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en effet, la représentativité est très relative en ce moment, aujourd'hui, et que, en effet, on ne se comprend plus. Ça fait un petit peu dialogue de sourds, en fait. On est dans une cacophonie qui fait que, en plus, non seulement on ne se comprend pas, et ne pas se comprendre amène à la colère, à l'agressivité, à la crise. Et c'est vraiment là-dedans qu'on est, je crois, oui. Johanna Rosenblum, est-ce que vous voulez bien tourner la roue des émotions, puis on va essayer de changer de prisme émotionnel pour regarder ce sujet d'une manière différente, au fil de nos vies, avec une place laissée au hasard. Au hasard, la colère nous revient. À la colère, et c'est vrai que c'est l'émotion qu'on entend, c'est celle qui est la plus représentée, c'est les personnes qui sont en colère dans la rue, mais comme vous le rappeliez tout à l'heure, il y a les personnes qui ne sont pas d'accord avec cette réforme et qui ne manifestent pas. Il y en a qui ne manifestent pas parce qu'ils sont pas contre le fait de travailler. Il y en a qui sont aussi très inquiets de devoir s'arrêter de travailler. Pour qu'ils travaillent, c'est une forme d'insertion sociale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la voix qui domine, c'est celle de la colère. Et on l'entend. Autre actualité, un sondage Ipsos est paru cette semaine sur la santé mentale des Français. Le tabou persiste. Selon ce sondage Ipsos, 80% des Français touchés par un problème de santé mentale n'osent pas consulter un psy. Le tarif de la consultation est pour eux un frein, mais surtout, près de la moitié des personnes estiment qu'ils peuvent s'en sortir seuls, sans accompagnement, car leur problème de santé mentale, disent-ils, ne serait pas assez grave pour consulter. Qu'est-ce que vous en pensez, Johanna Rosenblum ? Et avec quelle émotion collective on peut réagir ? Moi, j'ai été étonnée, donc la surprise. 80% des personnes qui n'osent pas consulter... Vu les demandes qu'on a, vu la façon dont on a traité la santé mentale depuis le Covid, j'ai quand même eu l'impression que c'était moins stigmatisé. Donc pour moi, il y avait quand même un axe de réflexion et une attention particulière portée sur la santé mentale. Donc bon, voilà, faut voir qui... Beaucoup de surprises. J'ajoute que dans le dernier sondage OpinionWay, dans les entreprises, seuls 12% des collaborateurs déclarent consulter un psy. C'est très peu. Et 80% des collaborateurs considèrent que la santé mentale est aussi l'affaire de l'entreprise, alors que 20% des entreprises mettent en place des dispositifs d'accompagnement, de prise en charge de la santé mentale. Stéphane Amar, comment est-ce que vous réagissez à ce sujet ? Avec quelle émotion vous essayez de nous aider à gagner en flexibilité mentale ? Je suis aussi très étonné, parce que l'impression qu'on a quand même... au quotidien professionnel, c'est que il y a une banalisation, une normalisation, si on peut dire. Oui, mais dans votre prisme, que les gens que vous voyez, forcément. Mais 80% n'osent pas consulter. Ben oui, non, mais c'est pour ça qu'on est assez surpris par ce pourcentage-là, et on serait tenté quand même d'aller y voir d'un peu plus près sur ce qui a occasionné un tel taux. Alors vous tournez la roue des émotions et vous nous aidez à gagner en flexibilité mentale sur ce sujet. Et vous allez vers la peur. Est-ce que le psychologue fait peur ? Le psychiatre, le psychologue, c'est des grosses lunettes, il va m'analyser la tête, ou je vais aller sur le divan. Il y a toutes ces représentations, Johanna Rosenblum. Moi, je dirais que c'est j'espère que non, quand même. Je dirais que c'est la santé mentale qui fait encore peur. Je pense que pour beaucoup, la santé mentale, c'est la folie, c'est un asile, c'est l'enfermement, c'est l'hôpital psychiatrique, c'est les médicaments, mais pas du tout. Et je pense que justement, le fait de parler de plus en plus de santé mentale,
mentale, et puis une nouvelle génération de psy, puis on en parle aussi différemment, puis il y a des nouvelles approches. Regardez les psys maintenant, ils commentent l'actualité. Oui, donc bon, j'espère que moi je pense, j'ai l'impression quand même que ça commence à aller mieux. On s'occupe de sa santé mentale comme on s'occupe de sa santé physique. J'ai l'impression que ça s'intègre en tous les cas. Alors en tout cas, au Psychodon et dans cette émission, on rappelle souvent quelque chose de très anecdotique. T'as un problème de vue, tu vas chez l'ophtalmologiste. T'as un problème de carie, tu vas chez le dentiste. T'as mal aux pieds, t'as des cornes aux pieds, tu vas chez le podologue. Tu te sens pas bien dans ta tête. Comme diraient les jeunes, no way, il n'y a pas de problème, tu vas chez le psychologue, ça ne mord pas, ça fait pas mal. Et en plus, maintenant, c'est conventionné. Vous retrouvez un accès au psychologue sur la plateforme Mon Cher Psy, sur le site du Psychodon, psychodon.org, et sur la plateforme du ministère de la Santé, Mon Parcours Psy, avec tous les psys qui ont un numéro ADELI. Ils sont conventionnés, ils ont les bons diplômes, ils ont une pratique clinique de plus de 3 ans. C'est ça, un numéro ADELI. Et vous retrouvez ces psys sur la plateforme Mon Cher Psy et sur le site du psychodon.org. Stéphane Amar, est-ce que vous pensez que ça va progresser, que petit à petit on déstigmatise la consultation chez le psy ? J'y crois assez, mais je réfléchissais, je me disais, le sujet d'avant qui traitait beaucoup de la colère, peut-être pas si loin de ce sujet-là, dans le sens où finalement, cette colère qui est exprimée là aujourd'hui, elle vient peut-être en lieu et place de la détresse, et c'est aussi une manière de rester dans une certaine forme de santé mentale. Je vous remercie Stéphane Amar d'être venu apporter votre regard de psychologue sur l'actualité. Johanna Rosenblum, merci beaucoup. Merci. Nous avons aussi profité de vos éclairages sur l'actualité de la semaine. Je vous rappelle que la marche Ensemble pour la santé mentale se déroule en France le 11 juin à 10h30. Vous aussi, sur les villes, vous pouvez créer des marches. Rendez-vous à Paris le 11 juin à 10h30 pour la marche Ensemble pour la santé mentale. Toutes les informations sur le site du psychodon.org. Et puis, bien sûr, n'oublions pas d'aller au cinéma à la rencontre de toutes nos émotions. Au cinéma, cette semaine, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan de Martin Bourboulon, du Louvre au palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris, au siège de La Rochelle, dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre. Vous voyez, c'est pas d'hier tous ces conflits. Eh bien, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France. Une aventure riche en émotions au cinéma, et vous avez peut-être un cinéma à côté de chez vous pour vous distraire, rire et pleurer en famille. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour faire tourner la roue des émotions sur l'actualité. Au revoir et merci. Sud Radio, la roue des émotions. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.